Sur le pont d'un paquebot qui traverse l'Atlantique, un homme vient de perdre toute contenance. Quelques secondes plus tôt, il semblait calme, presque froid. Et soudain, devant un simple échiquier, il se met à trembler, le regard fixe, comme si une force invisible venait de le saisir à la gorge. Les autres passagers ne comprennent pas. Personne ne sait vraiment ce qui vient de se passer. Mais cet instant marque le début d'une histoire étrange. Une histoire de solitude, d'obsession et de survie mentale. Car ce qui a commencé comme une simple partie d'échecs va peu à peu révéler une blessure profonde, née dans l'isolement et la peur. Et derrière le silence de cet homme se cache une expérience capable de faire vaciller n'importe quel esprit. Bienvenue sur Plume Courte. Le narrateur voyage à bord d'un grand paquebot reliant New York à Buenos Aires. Parmi les passagers circule une rumeur insistante, le célèbre champion du monde d'échecs, Mirko Cantowicz, se trouve lui aussi sur le navire. Cet homme fascine autant qu'il intrigue. On raconte qu'il est devenu champion malgré une intelligence très limitée dans tous les domaines en dehors des échecs. Le narrateur cherche rapidement à en apprendre davantage sur lui. Il découvre alors le parcours étonnant de Cantowicz. Fils d'un pauvre batelier yougoslave mort dans un accident, le jeune garçon est recueilli par un curé de village. Mais très vite, tout le monde remarque quelque chose d'étrange chez lui. L'enfant paraît lent, presque absent. Il parle peu. Il ne comprend pas grand-chose à ce qu'on lui dit. À l'école, il est mauvais partout. Il semble incapable de réfléchir normalement. Pourtant, un soir, alors que le curé joue une partie d'échecs avec un gendarme du village, les deux hommes doivent interrompre la partie avant la fin. Par curiosité, ils demandent au jeune Mirko de terminer la partie à leur place. Et contre toute attente, le garçon joue parfaitement. Non seulement il termine la partie, mais il gagne. À partir de ce moment-là, son talent devient évident. Mirko apprend alors les échecs avec une rapidité stupéfiante. Là où il paraît incapable dans la vie quotidienne, il devient redoutable devant un échiquier. Peu à peu, des joueurs plus expérimentés viennent le défier. Et tous repartent battus. Très vite, des mécènes décident de financer sa carrière. Les années passent. Mirko Cantowicz devient champion du monde. Pourtant, malgré sa célébrité, il reste un homme étrange. Il ne lit presque jamais. Il n'a aucune culture générale. Il parle peu. Mais devant un échiquier, il semble transformé. Son esprit devient d'une précision effrayante. Le narrateur décide alors de l'approcher sur le bateau. Mais Cantowicz se montre froid et arrogant. Il refuse presque toute conversation. Il ne s'intéresse qu'à l'argent et aux parties qu'il peut monnayer. Cette attitude irrite plusieurs passagers, notamment un riche Écossais nommé MC Connor, homme impulsif et extrêmement compétitif. MC Connor finit par organiser une partie collective contre le champion. Quelques amateurs du bateau se réunissent autour d'un échiquier pour affronter Cantowicz ensemble. Le champion accepte, mais seulement contre rémunération. La première partie tourne rapidement au désastre. Cantowicz joue avec un calme méprisant. Il laisse parfois passer de longues minutes avant de revenir à l'échiquier, comme s'il considérait ses adversaires indignes de son attention. Les amateurs commettent erreur sur erreur. La défaite semble inévitable. Puis, au moment où tout paraît perdu, une voix intervient derrière eux. Un inconnu observe la position quelques secondes et conseille discrètement un coup inattendu. Les joueurs hésitent, puis suivent son conseil. La situation change aussitôt. Cantowicz se fige. Pour la première fois, le champion paraît surpris. L'inconnu continue alors de guider le groupe avec une précision incroyable. Coup après coup, il neutralise le champion du monde. Finalement, la partie se termine par une nulle. Autour de l'échiquier, le silence est total. Qui est cet homme capable de tenir tête au champion du monde ? L'inconnu tente aussitôt de partir discrètement. Il semble presque regretter d'être intervenu. Mais les passagers insistent pour le remercier. Peu à peu, ils apprennent qu'il s'appelle Monsieur B. C'est un Autrichien d'une quarantaine d'années, élégant, réservé, manifestement très cultivé. MC Connor veut immédiatement organiser une revanche contre Cantowicz. Mais Monsieur B refuse avec nervosité. Il explique qu'il n'a pas joué depuis des années.
Il affirme même ne pas posséder un véritable talent pour les échecs. Pourtant, devant l'insistance générale, il finit par accepter une nouvelle partie. Le lendemain, l'atmosphère autour de l'échiquier devient électrique. Cette fois, Monsieur B affronte directement Chantovitch. Et dès les premiers coups, quelque chose d'inhabituel apparaît. Monsieur B joue à une vitesse fulgurante. Trop vite. Comme si les coups lui venaient naturellement, sans réflexion visible. En face, Chantovitch reste fidèle à lui-même. Lent. Glacial. Impassible. La partie devient tendue. Monsieur B semble dominer. Il anticipe les pièges du champion avec une facilité déconcertante. Puis, brusquement, au milieu de la partie, son comportement change. Il devient agité. Ses mains tremblent légèrement. Son regard se perd dans le vide. Il paraît lutter contre quelque chose d'intérieur. Le narrateur comprend alors qu'il se passe bien plus qu'une simple partie d'échecs. Après la rencontre, Monsieur B accepte finalement de raconter son histoire. Avant la guerre, il vivait à Vienne. Sa famille gérait depuis longtemps les affaires financières de riches aristocrates et de plusieurs institutions religieuses. Grâce à sa discrétion et à ses relations, Monsieur B détenait de nombreux secrets financiers sensibles. Lorsque les nazis prennent le pouvoir en Autriche, la Gestapo commence à arrêter ceux qui pourraient détenir des informations compromettantes. Monsieur B est arrêté à son tour. Mais contrairement aux autres prisonniers, il n'est pas envoyé dans un camp. La Gestapo choisit une méthode plus subtile. On l'enferme seul dans une chambre d'hôtel totalement isolée. Pas de livres. Pas de journaux. Pas de conversation. Pas de montre. Rien. Les gardes lui parlent à peine. Les fenêtres restent fermées. Les journées deviennent impossibles à distinguer les unes des autres. Au début, Monsieur B tente de résister mentalement. Il récite des souvenirs. Il reconstitue des conversations passées. Mais peu à peu, le vide commence à le détruire. Sans distraction, sans contact humain, son esprit tourne sur lui-même. Chaque pensée devient une obsession. L'isolement devient une torture. Puis un jour, alors qu'il attend dans une salle avant un interrogatoire, il aperçoit le manteau d'un officier posé sur une chaise. Dans une poche dépasse un petit livre. Pris d'un réflexe désespéré, il le vole discrètement et le cache sous ses vêtements. De retour dans sa chambre, il découvre enfin son trésor. Mais la déception est immense. Le livre ne contient pas de littérature, ni de poésie, ni même un roman. C'est un simple recueil de parties d'échecs célèbres. Des centaines de matchs notés coup par coup. D'abord furieux, Monsieur B finit malgré tout par s'y intéresser. Il apprend le langage des échecs. Il reproduit mentalement les parties. Comme il n'a pas d'échiquier, il dessine des cases imaginaires dans son esprit. Peu à peu, les pièces prennent vie dans sa tête. Les échecs deviennent alors sa seule échappatoire. Jour après jour, il mémorise des parties entières. Il les rejoue mentalement. Puis il commence à inventer ses propres matchs. Pour lutter contre l'ennui absolu, il finit par jouer contre lui-même. Et c'est là que tout bascule. Car jouer contre soi-même devient dangereux. Son esprit se dédouble. Une partie de lui attaque. L'autre défend. Il commence à vivre dans des affrontements mentaux permanents. Les parties se succèdent sans arrêt dans sa tête, même la nuit. L'obsession grandit. Il ne pense plus qu'aux échecs. Son cerveau s'emballe au point qu'il finit par sombrer dans une forme de délire nerveux. Lors d'un accès de folie, il se jette sur un gardien pendant un interrogatoire. Gravement blessé, il est conduit dans un hôpital où un médecin comprend enfin son état psychologique. Peu après, Monsieur B est libéré. Mais les séquelles restent profondes. Depuis cet épisode, il évite les échecs autant que possible. Il sait que ce jeu peut réveiller son obsession et le faire replonger dans cette fracture mentale qu'il a connue durant sa captivité. Le narrateur comprend alors pourquoi Monsieur B semblait si perturbé pendant la partie contre Chantovitch. Mais malgré ce danger, une dernière rencontre est organisée. Cette fois, Monsieur B promet de rester calme. La partie commence. Et pendant un moment, tout semble sous contrôle. Il joue brillamment. Même Chantovitch paraît déstabilisé.
Puis le champion comprend quelque chose. Il remarque la fragilité nerveuse de son adversaire. Alors il décide de ralentir volontairement la partie. Il laisse passer de longues minutes entre chaque coup. Il s'installe dans un silence pesant. Exactement comme l'isolement que M. B a subi autrefois. Et peu à peu, le piège fonctionne. M. B devient nerveux. Son impatience grandit. Il se remet à calculer frénétiquement des variantes dans sa tête. Ses gestes deviennent brusques. Son regard s'agite. Bientôt, il ne voit même plus l'échiquier réel devant lui. Il commence à jouer une autre partie, imaginaire, comme autrefois dans sa cellule. Il annonce des coups impossibles. Il parle seul. Son esprit replonge dans la folie des échecs mentaux. Le narrateur intervient alors immédiatement. Il lui rappelle discrètement leur conversation de la veille. Il lui rappelle sa promesse. Et soudain, M. B revient à la réalité. Il regarde l'échiquier. Puis Chantovitch. Et il comprend. Il abandonne aussitôt la partie. Calmement, il se lève et déclare qu'il ne rejouera plus jamais aux échecs. Chantovitch reste assis devant le plateau, incapable de comprendre totalement ce qu'il vient de se passer. Pour lui, une partie d'échecs n'est qu'un combat logique. Mais pour M. B, ce jeu est devenu bien plus dangereux qu'un simple affrontement intellectuel. Car il sait désormais qu'il existe des prisons sans barreaux. Des prisons capables de s'installer directement dans l'esprit humain. Et parfois, même après avoir retrouvé la liberté, certaines portes ne se referment jamais vraiment.